l'énigme du fugitif qui échappa à 400 chasseurs pendant 20 ans, puis disparut Ganchot initial dans les archives oubliées du bailliage de Haute-Savoie. Un registre daté de 1789 porte une inscription qui glace encore le sang de ceux qui la découvrent. L'homme des bois. 20 années de traque. 400 chasseurs mobilisés. Jamais capturés. Disparus sans laisser de traces. Dieu seul sait ce qu'il est devenu. CTA, No 1. Avant de plonger dans cette histoire qui défie toute logique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun mystère sombre de l'histoire. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, retournons dans la France de 1769, là où commence cette énigme qui n'a jamais été résolue. Contextualisation historique et géographique. L'année 1769 marquait la France d'une atmosphère particulière. Louis XV régnait encore, mais son autorité s'effritait sous le poids des scandales et de la corruption qui gangrenait la cour. Dans les provinces, loin de Versailles et de ses fastes, la vie suivait un rythme immuable, réglé par les saisons, les récoltes et une hiérarchie sociale aussi rigide que les montagnes qui dominaient certaines régions. C'est dans l'une de ces contrées montagneuses, aux confins de ce qui deviendrait plus tard la Haute-Savoie, que notre histoire trouve ses racines. La région s'étendait en un paysage de forêts denses, de vallées profondes et de sommets escarpés. Les villages s'accrochaient aux flancs des montagnes, reliés entre eux par des chemins de terre qui devenaient impraticables dès les premières neiges. La population vivait principalement de l'agriculture, de l'élevage et, pour les plus hardis, du commerce avec les vallées voisines. Dans cette région reculée, le pouvoir royal se manifestait à travers ses représentants locaux, le bailli, le prévôt, les juges seigneuriaux et, bien sûr, les hommes d'armes chargés de maintenir l'ordre. Mais plus que la justice du roi, c'était la loi non écrite des communautés montagnardes qui régnait vraiment. Une loi faite de traditions ancestrales, de codes d'honneur tacites et de solidarité qui transcendaient parfois les édits venus d'en haut. Au cœur de cette région se trouvait le domaine de Valcroze, une propriété considérable appartenant à une famille dont le nom résonnait dans toute la province. Les Delacour possédaient ces terres depuis le XVe siècle, accumulant fortune et influence au fil des générations. Leur demeure principale, un manoir fortifié perché sur un promontoire rocheux, dominait la vallée environnante. Depuis ses fenêtres, on pouvait surveiller les routes, les champs et les forêts qui s'étendaient à perte de vue. Le maître actuel du domaine en 1769 était Édouard Delacour, un homme de 45 ans dont la réputation oscillait entre respect et crainte. Grand, imposant, le visage marqué par la petite vérole qu'il avait contractée dans sa jeunesse, il incarnait l'autorité seigneuriale dans toute sa rigueur. On le disait juste mais inflexible, charitable mais exigeant. Ses métayers le craignaient, ses domestiques le servaient avec une obéissance absolue, et les notables locaux recherchaient ses faveurs. Édouard Delacour avait épousé 15 ans auparavant une jeune femme de la petite noblesse lyonnaise, Margot de Belleville. Le mariage avait été arrangé comme il se devait, unissant deux fortunes et consolidant des alliances politiques. De cette union était née une fille unique, Héloïse, qui avait hérité de la beauté délicate de sa mère et, semblait-il, de son caractère doux et mélancolique. Mais le domaine de Valcroze abritait un autre personnage, dont le rôle allait se révéler central dans les événements qui devaient bouleverser la région. Il s'agissait de Laurent Ferrand, un jeune homme de 28 ans qui occupait la fonction de régisseur du domaine. Orphelin recueilli par la famille Delacour alors qu'il n'était qu'un enfant, Laurent avait grandi dans l'ombre du manoir. Intelligent, travailleur et d'une loyauté apparemment sans faille, il avait gagné la confiance d'Édouard au point d'être promu à ce poste de responsabilité. Laurent supervisait les travaux agricoles, gérait les comptes, collectait les redevances et servait d'intermédiaire entre le seigneur et ses paysans. Avec sa silhouette élancée, ses cheveux noirs toujours soigneusement attachés et son regard sombre et pénétrant, il inspirait une forme de respect teinté de méfiance.
Car Laurent était un homme qui parlait peu, observait beaucoup et semblait toujours garder une part de lui-même cachée derrière une façade de politesse formelle. Le quotidien à Valcroze suivait un rythme bien établi. Les journées commençaient avant l'aube, quand les domestiques allumaient les feux et préparaient la première collation. Édouard Delacour descendait de ses appartements vers 7 heures, inspectait le domaine à cheval, recevait ses visiteurs dans son cabinet de travail et présidait le dîner du soir avec sa famille. Margot supervisait la maisonnée, brodait, recevait ses dames de compagnie et s'occupait de l'éducation de sa fille. Héloïse, qui venait d'avoir 16 ans, passait ses journées entre ses leçons de musique, ses promenades dans les jardins et la lecture des quelques livres que contenait la bibliothèque familiale. Laurent, lui, était partout et nulle part. On le voyait dans les champs au lever du jour, dans les écuries à midi, dans le bureau des comptes le soir. Il connaissait chaque pouce du domaine, chaque fermier, chaque source d'eau, chaque sentier de montagne. Cette connaissance intime du territoire allait bientôt se révéler d'une importance capitale. L'automne de 1769 arriva avec ses brumes matinales et ses premiers froids. Les vendanges étaient terminées, les récoltes rentrées et une relative tranquillité s'installait avant l'hiver. C'est dans cette atmosphère apparemment paisible que se produisit l'événement qui allait tout changer. Le fait sombre initial. La nuit du 23 octobre 1769 reste gravée dans la mémoire collective de la région comme la nuit où tout bascula. Les détails exacts de ce qui s'est produit ont été, dès le début, sujets à controverse. Mais les faits essentiels peuvent être établis avec une certaine certitude. Vers minuit, des cris déchirèrent le silence du manoir de Valcroze. Les domestiques, tirés de leur sommeil, accoururent pour découvrir une scène qui allait hanter leur cauchemar pour le reste de leur vie. Dans le grand salon du premier étage, Édouard Delacour gisait sur le sol de marbre, une plaie béante à la tête, du sang formant une mare sombre autour de son crâne. Il respirait encore, mais faiblement, ses yeux mi-clos ne reconnaissant personne. Margot Delacour, en chemise de nuit, se tenait près de la cheminée, tremblante et en état de choc. Sa fille Héloïse était recroquevillée dans un fauteuil, les yeux écarquillés de terreur, incapable de prononcer un mot. Et Laurent Ferrand avait disparu. Le médecin du village voisin fut appelé d'urgence. Il arriva au petit matin, examina Édouard et ne put que constater la gravité de la blessure. Le crâne était fracturé, probablement par un objet contondant, un tisonnier ou un chandelier. Les chances de survie étaient minces. Édouard Delacour agonisa pendant 3 jours dans un état semi-conscient, marmonnant des paroles incompréhensibles, avant de succomber à ses blessures le 26 octobre. Pendant ce temps, les autorités locales avaient été alertées. Le prévôt, accompagné d'une dizaine d'hommes en armes, arriva à Valcroze le lendemain de l'agression. L'enquête commença immédiatement. Margot Delacour fut interrogée, mais son témoignage resta confus et contradictoire. Elle affirma avoir entendu des éclats de voix venant du salon, être descendue pour voir ce qui se passait et avoir trouvé son mari gisant au sol. Laurent était là, debout, un chandelier à la main. Leurs regards s'étaient croisés, puis le régisseur avait fui par la fenêtre donnant sur les jardins. Héloïse, interrogée séparément, sembla confirmer cette version. Elle avait entendu sa mère crier, était sortie de sa chambre et avait vu Laurent s'enfuir. Mais quelque chose dans son témoignage sonnait faux. Sa voix tremblait, ses mains se tordaient nerveusement et elle évitait soigneusement de croiser le regard de sa mère. Les domestiques furent également questionnés. La plupart avaient entendu les cris, mais aucun n'avait vu Laurent avant sa fuite. Certains témoignèrent cependant d'une atmosphère étrange dans le manoir ces dernières semaines. Des tensions non dites, des regards échangés, des portes qui se fermaient brusquement quand on approchait. Mais rien de concret, rien qui puisse expliquer un tel acte de violence. Une perquisition de la chambre de Laurent révéla des éléments troublants. Dans un coffret caché sous son lit,
On découvrit une petite fortune en pièces d'or, bien plus que ce qu'un régisseur aurait pu économiser honnêtement. On trouva également des lettres, mais elles étaient rédigées dans un code que personne ne put déchiffrer. Et, plus troublant encore, un médaillon contenant une miniature représentant Héloïse de la Cour. Le prévôt ne mit pas longtemps à établir sa théorie. Laurent Ferrand, l'orphelin que la famille avait recueilli par charité, avait abusé de la confiance de son bienfaiteur. Il avait détourné de l'argent du domaine, développé une obsession coupable pour la fille de son maître, et lorsqu'Édouard avait découvert ses trahisons, Laurent l'avait assassiné pour protéger ses secrets. La fuite confirmait sa culpabilité. Un mandat d'arrêt fut émis immédiatement. Le crime était considéré comme particulièrement odieux. Non seulement un meurtre, mais un meurtre doublé d'une trahison envers un bienfaiteur. La punition, si Laurent était capturé, serait exemplaire. On parlait de la roue, cette torture publique réservée aux crimes les plus atroces. Mais Laurent Ferrand avait déjà plusieurs heures d'avance, et il connaissait la montagne comme personne. Les premières battues furent organisées dès le surlendemain du crime. Une trentaine d'hommes, mélange de gardes locaux, de volontaires et de paysans mobilisés de force, fouillèrent les bois environnants. Ils retrouvèrent des traces. Des branches cassées, des empreintes de pas dans la terre humide, les restes d'un feu de camp mal éteint. Mais Laurent restait insaisissable, se déplaçant de nuit, évitant les sentiers principaux, disparaissant dans les endroits les plus inaccessibles de la montagne. Les jours passèrent, puis les semaines. L'automne céda la place à l'hiver. Les premières neiges tombèrent, rendant les recherches encore plus difficiles. On pensa que Laurent périrait de froid et de faim dans la montagne. Mais au printemps suivant, des témoignages commencèrent à circuler. Un berger l'avait aperçu près d'un alpage. Une fermière prétendait qu'il avait volé du pain dans sa réserve. Un bûcheron jurait l'avoir vu disparaître dans une grotte. Laurent Ferrand était devenu un fantôme, une légende vivante. Et la chasse venait à peine de commencer. Sombres réflexions et premières années de traque. L'année 1770 débuta sous le signe d'une obsession collective. Dans toute la région, on ne parlait plus que de Laurent Ferrand, le régisseur devenu meurtrier, l'homme qui narguait la justice du roi en se cachant dans les montagnes. Les autorités, humiliées par leur incapacité à capturer un seul homme, intensifièrent les recherches. Le nouveau prévôt, un certain Jacques Dubreuil, nommé spécialement pour traquer le fugitif, arriva au printemps de 1770. Dubreuil était un homme méthodique, froid et déterminé. Il avait servi dans l'armée, participé à la chasse aux contrebandiers dans les Pyrénées, et il considérait la capture de Laurent comme une question d'honneur personnel. Sa première action fut d'organiser les recherches de manière systématique. Il divisa la région en secteurs, assigna des patrouilles permanentes, établit des postes de surveillance sur les routes principales et offrit une récompense substantielle à quiconque fournirait des informations menant à l'arrestation du fugitif. La somme promise, 100 livres, représentait plusieurs années de salaire pour un paysan moyen. C'était une fortune qui aurait dû délier les langues. Pourtant, les résultats se firent attendre. Les témoignages continuaient à affluer, mais ils étaient contradictoires et souvent peu fiables. Laurent aurait été vu simultanément à des endroits distants de plusieurs lieues. Certains le décrivaient barbu et déguenillé. D'autres affirmaient qu'il portait encore les habits d'un homme de qualité. Ces contradictions intriguaient Dubreuil. Comment un homme seul, traqué, pouvait-il survivre si longtemps dans des conditions aussi hostiles? La réponse, Dubreuil commença à la soupçonner au cours de cette première année. Laurent n'était pas seul. Il bénéficiait d'une aide, probablement d'un réseau de complicité qui s'étendait à travers la région. Mais qui oserait aider un meurtrier recherché? Et pourquoi? Les interrogatoires se multiplièrent. Dubreuil fit pression sur les communautés villageoises, menaçant de sanctions collectives si le fugitif n'était pas dénoncé. Mais un mur de silence obstiné se dressa face à lui. Les paysans hochèrent la tête, affirmaient ne rien savoir, retournaient à leurs champs.
Cette résistance passive exaspérait le prévôt, mais elle était également révélatrice. Dans les montagnes, une loi non écrite prévalait. On ne livrait pas un homme aux autorités, quelles que soient ses fautes, si on estimait que la justice officielle serait plus cruelle que nécessaire. Pendant ce temps, au manoir de Valcroze, une atmosphère pesante s'était installée. Margot Delacour, devenue veuve, avait pris en main la gestion du domaine. Elle se révéla être une gestionnaire compétente, peut-être même plus efficace que son défunt mari. Mais elle était également devenue dure, distante, presque cruelle envers ses domestiques. Certains murmuraient qu'elle avait changé depuis cette nuit fatale, comme si une part d'elle était morte avec son époux. Héloïse, elle, semblait s'enfoncer dans une mélancolie de plus en plus profonde. Elle ne quittait presque plus sa chambre, refusait de recevoir des visiteurs, passait ses journées à regarder par la fenêtre en direction des montagnes. Sa mère avait fait venir plusieurs médecins qui diagnostiquèrent une forme de neurasthénie et prescrivirent du repos et des saignées. Mais rien ne semblait améliorer son état. Un soir de juin 1770, un incident étrange se produisit. Une servante, montant porter un plateau de souper à Héloïse, découvrit la jeune femme en train de brûler des papiers dans la cheminée de sa chambre. Surprise, Héloïse sursauta, renversa la chandelle et faillit mettre le feu au rideau. La servante éteignit les flammes, mais lorsqu'elle voulut voir ce que sa maîtresse brûlait, Héloïse la repoussa avec une violence surprenante. Les cendres furent balayées, mais la servante rapporta l'incident à Margot. Que contenaient ces papiers? Des lettres? Un journal intime? Personne ne le sut jamais. Les mois s'écoulèrent. L'été brûlant de 1770 fut suivi d'un automne pluvieux. Laurent Ferrand continuait à échapper à ses poursuivants avec une habileté déconcertante. Il y eut plusieurs occasions où les gardes pensèrent le coincer. Une fois, ils encerclèrent une cabane de berger où il avait été signalé. Lorsqu'ils donnèrent l'assaut à l'aube, ils ne trouvèrent qu'un vieux manteau et des provisions volées. Laurent avait dû s'échapper pendant la nuit, peut-être averti par un complice. Une autre fois, au printemps de 1771, un groupe de chasseurs l'aperçut près d'une source, en train de remplir une gourde. Ils se lancèrent à sa poursuite, mais Laurent disparut dans un dédale de ravins et de forêts si denses que même les chiens de chasse perdirent sa trace. Il semblait connaître chaque grotte, chaque passage, chaque cachette naturelle de la montagne. Dubreuil, de plus en plus frustré, augmenta les effectifs. Il fit venir des hommes d'autres régions, des pisteurs expérimentés, même des anciens militaires habitués aux campagnes difficiles. Les battues impliquaient maintenant régulièrement 50 à 60 personnes, parfois plus. On ratissait des zones entières, on inspectait chaque grotte, chaque cabane abandonnée, chaque recoin susceptible d'abriter un homme. Mais Laurent restait hors d'atteinte. Et pire encore, il commençait à devenir une sorte de légende populaire. Dans les auberges et sur les places de marché, on racontait ses exploits avec une admiration à peine dissimulée. L'homme qui défiait la justice du roi, qui survivait contre toute attente, qui se jouait des centaines de chasseurs lancés à ses trousses. Pour les pauvres, les opprimés, ceux qui souffraient sous le joug des seigneurs et des prévôts, Laurent Ferrand incarnait une forme de résistance héroïque. Cette romanticisation du fugitif rendait Dubreuil fou de rage. Il fit arrêter et interroger plusieurs personnes soupçonnées de propager ces récits. Certains passèrent quelques jours en prison, d'autres furent fouettés publiquement. Mais cela ne fit qu'accroître la sympathie populaire envers Laurent. On commença à composer des chansons sur ses aventures, des ballades que les enfants chantaient dans les rues. Si cela vous donne des frissons, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là au manoir. En 1772, la traque entra dans une nouvelle phase. Le roi lui-même, irrité par l'incapacité de ses représentants à capturer un seul criminel, ordonna la mobilisation de ressources supplémentaires. Le lieutenant général de police de Lyon fut chargé de coordonner les efforts. Des chasseurs professionnels furent engagés, des spécialistes de la montagne venus de Suisse et du Tyrol.
l'opération la plus ambitieuse eut lieu à l'été de 1773. Près de 200 hommes participèrent à une battue géante qui dura une semaine entière. Ils formèrent un périmètre autour d'une zone montagneuse où Laurent avait été aperçu plusieurs fois. L'idée était de resserrer progressivement le cercle, de le pousser vers un cul-de-sac naturel, d'où il ne pourrait s'échapper. Pendant 6 jours, la traque se déroula comme prévu. Les hommes avançaient méthodiquement, communiquant par signaux de fumée, ratissant chaque mètre carré de terrain. Au 6e jour, ils crurent enfin tenir leur proie. Des traces fraîches menaient vers une gorge étroite, bordée de falaises abruptes. Il n'y avait qu'une issue, et elle était gardée. Les chasseurs pénétrèrent dans la gorge au petit matin du 7e jour. Ils progressaient lentement, armes chargées, prêts à tout. Au fond de la gorge, ils découvrirent une petite grotte. L'entrée était camouflée par des branches, mais les traces menaient directement à cet endroit. Dubreuil, qui dirigeait personnellement l'opération, ordonna l'assaut. Plusieurs hommes, torches à la main, pénétrèrent dans la grotte. À l'intérieur, ils trouvèrent des signes d'occupation récente. Les restes d'un feu, une couverture usée, quelques provisions. Mais pas de Laurent. La déception se transforma en incrédulité lorsqu'on découvrit, au fond de la grotte, une ouverture étroite menant à un réseau de galeries souterraines naturelles. Laurent connaissait ces passages. Il s'était échappé par là, probablement des heures avant l'arrivée des chasseurs. Encore une fois, il avait disparu comme par enchantement. Cet échec marqua un tournant. Dubreuil comprit qu'il ne capturait jamais Laurent par des méthodes conventionnelles. Il fallait changer de stratégie. Si Laurent bénéficiait de complicité, il fallait découvrir qui l'aidait et pourquoi. Et pour cela, il fallait s'intéresser de plus près aux événements de cette nuit fatale d'octobre 1769. Développement du mystère et nouvelles révélations. L'année 1774 apporta un élément nouveau qui allait transformer l'enquête. Un prêtre du village de Saint-Laurent, l'abbé Bertrand, se présenta spontanément chez le prévôt avec une information qu'il ne pouvait plus, disait-il, garder pour lui en conscience. Quelques semaines avant le meurtre d'Édouard de la Cour, Héloïse était venue le trouver au presbytère. Elle était dans un état de détresse extrême, pleurant, tremblant, parlant de manière confuse de péché, de mensonges et de dangers terribles. L'abbé, lié par le secret de la confession, n'avait pu révéler ces informations plus tôt. Mais avec le temps, sa conscience le tourmentait. Il estimait maintenant que certains éléments, sans violer directement le secret sacramentel, devaient être portés à la connaissance des autorités. Héloïse lui avait confié, dans les termes voilés qu'imposait sa pudeur, qu'elle vivait sous une menace constante. Son père avait découvert quelque chose, un secret qui risquait de détruire la famille. Elle avait peur, non pas pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre dont elle ne voulait pas prononcer le nom. L'abbé avait tenté de la rassurer, de comprendre, mais la jeune femme était repartie sans rien révéler de plus concret. Cette révélation ouvrit de nouvelles perspectives. Dubreuil ordonna un second interrogatoire d'Héloïse. Mais entre-temps, la jeune femme avait encore changé. À 21 ans maintenant, elle était devenue une sorte de recluse, vivant presque exclusivement dans ses appartements, refusant de parler à quiconque en dehors de sa mère et de quelques domestiques de confiance. Lorsque Dubreuil se présenta au manoir pour l'interroger, Margot de la Cour opposa une résistance farouche. Sa fille était malade, fragile, incapable de supporter un interrogatoire. Les médecins avaient formellement déconseillé toute source de stress supplémentaire. Dubreuil insista, menaçant d'obtenir un ordre du tribunal si nécessaire. Finalement, un compromis fut trouvé. L'interrogatoire aurait lieu au manoir, en présence d'un médecin et de la mère. Ce qui se passa lors de cet interrogatoire ne fut jamais complètement divulgué, mais plusieurs personnes présentes dans le manoir ce jour-là rapportèrent des détails troublants. Héloïse, assise dans un fauteuil de sa chambre, le visage pâle et les mains crispées sur ses genoux, répondit aux questions d'une voix à peine audible. Elle confirma sa version initiale des événements, mais de manière mécanique,
comme récitant une leçon apprise par cœur. Dubreuil, expérimenté dans l'art de détecter les mensonges, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il posa des questions plus pointues. Héloïse avait-elle déjà parlé seule à seule avec Laurent? Avait-il échangé des confidences? Quelle était exactement la nature de leur relation? À ces questions, Héloïse se troubla. Ses mains se mirent à trembler plus fort. Elle lança un regard désespéré vers sa mère, qui se leva immédiatement, déclarant que l'interrogatoire devait cesser immédiatement. Le médecin présent, un homme visiblement à la solde de Margot, confirma que la jeune femme était au bord de la crise de nerfs. Dubreuil dut se retirer, mais il était maintenant convaincu d'une chose. La vérité sur la mort d'Édouard Delacour était bien plus complexe qu'un simple meurtre commis par un domestique cupide. Quelque chose de beaucoup plus sombre se cachait derrière les apparences. Dans les mois qui suivirent, Dubreuil lança discrètement sa propre enquête parallèle. Il interrogea d'anciens domestiques du manoir, des commerçants du village, des notaires qui avaient eu des relations d'affaires avec la famille Delacour. Petit à petit, il reconstitua un tableau inquiétant. Édouard Delacour, loin d'être le seigneur juste et respectable qu'on décrivait publiquement, était un homme violent et tyrannique. Plusieurs anciens serviteurs évoquèrent des scènes de brutalité, des colères terrifiantes, des châtiments disproportionnés pour des fautes minimes. L'un d'eux, un palefrenier congédié quelques années auparavant, alla jusqu'à suggérer qu'Édouard battait régulièrement sa femme, bien que personne n'ait jamais osé intervenir. Plus troublant encore, Dubreuil découvrit que les finances du domaine n'étaient pas aussi saines qu'on le prétendait. Édouard avait contracté d'importantes dettes de jeu, hypothéqué certaines terres et était engagé dans des spéculations risquées qui menaçaient la fortune familiale. Le régisseur Laurent, loin de voler son maître, semblait avoir au contraire tenté de sauver le domaine d'une ruine imminente. Quant aux pièces d'or trouvées dans la chambre de Laurent, une vérification plus approfondie révéla qu'elles correspondaient exactement à la somme qu'Édouard avait récemment retirée de son compte chez un banquier lyonnais. Pourquoi cette somme se trouvait-elle chez Laurent? Avait-il effectivement volé cet argent, ou lui avait-il été confié pour une raison quelconque? Et puis, il y avait la question du médaillon contenant le portrait d'Héloïse. Un bijoutier du chef-lieu se souvenait l'avoir fabriqué sur commande, mais il ne se rappelait plus qui l'avait commandé. Était-ce Laurent, obsédé par la fille de son maître, ou quelqu'un d'autre, dans un but que personne ne comprenait encore? Dubreuil compila toutes ces informations dans un rapport qu'il adressa à ses supérieurs. La réponse qu'il reçut le laissa perplexe. On lui ordonnait de cesser ses investigations collatérales et de se concentrer exclusivement sur la capture du fugitif. Laurent Ferrand était un meurtrier en fuite, c'était tout ce qui importait. Le reste n'était que spéculation sans importance. Mais Dubreuil n'était pas homme à abandonner facilement. Il continua ses recherches de manière plus discrète, convaincu qu'en découvrant la vérité sur le meurtre d'Édouard, il trouverait également la clé pour comprendre comment Laurent parvenait à leur échapper depuis si longtemps. Pendant ce temps, Laurent lui-même restait une présence fantomatique dans la région. Les témoignages continuaient à affluer, toujours aussi contradictoires, toujours aussi frustrants. Au printemps de 1775, un événement particulièrement étrange se produisit. Une jeune bergère, gardant ses moutons sur un alpage isolé, rapporta avoir rencontré un homme correspondant à la description de Laurent. Elle était terrifiée, s'attendant à être agressée ou pire. Mais Laurent, si c'était bien lui, s'était contenté de lui demander des nouvelles de la vallée. Savait-elle comment allait mademoiselle Héloïse Delacour? La bergère, trop effrayée pour mentir, avait répondu que la jeune femme était malade, qu'elle ne quittait plus le manoir. Laurent avait alors eu une réaction étrange. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Il avait murmuré quelque chose que la bergère n'avait pas bien compris, quelque chose comme « elle paie pour moi » ou « elle souffre par ma faute ». Puis, il lui avait donné une pièce d'argent, lui avait fait promettre de ne dire à personne qu'elle l'avait vu et avait disparu dans la forêt. La bergère, malgré sa promesse, finit par raconter l'histoire à sa famille, qui la rapporta aux autorités.
Dubreuil interrogea longuement la jeune fille, essayant de déterminer si elle avait inventé cette rencontre. Mais son récit était trop détaillé, trop précis dans ses détails émotionnels pour être une fabrication. Cette anecdote renforça la conviction de Dubreuil. Il existait un lien profond entre Laurent et Héloïse, un lien qui transcendait la simple relation entre un régisseur et la fille de son employeur. Mais quelle était la nature exacte de ce lien? Et quel rôle avait-il joué dans la mort d'Édouard de la Cour? Les années passèrent. 1776, 77, 78. La traque de Laurent Ferrand était devenue une sorte d'institution dans la région. Des centaines d'hommes, au fil du temps, avaient participé au battu. On estimait qu'au total, plus de 400 chasseurs différents avaient pris part, à un moment ou un autre, à la recherche du fugitif. Mais Laurent semblait indestructible. Il survivait aux hivers les plus rudes, aux étés les plus secs. Il échappait aux embuscades, déjouait les pièges, disparaissait quand on croyait le tenir. Sa légende grandissait d'année en année, on lui prêtait des pouvoirs presque surnaturels, la capacité de se rendre invisible, de communiquer avec les animaux, de prédire les mouvements de ses poursuivants. Ces superstitions agaçaient Dubreuil, mais elles révélaient aussi quelque chose d'important. Laurent inspirait à la fois la peur et l'admiration. Il était devenu un symbole, celui de l'homme ordinaire qui refuse de plier face à l'autorité, qui préfère vivre libre en paria plutôt que captif dans une prison. En 1779, Dubreuil, vieillissant et usé par 10 ans de traque infructueuse, demanda sa mutation. Il fut remplacé par un jeune prévôt ambitieux, Louis-Marie Chavant, qui promit de réussir là où son prédécesseur avait échoué. Chavant apporta de nouvelles méthodes, plus brutales. Il fit brûler plusieurs cabanes de bergers suspectés d'avoir servi de refuge à Laurent. Il fit arrêter et torturer des individus soupçonnés de complicité. Ces méthodes créèrent un climat de terreur dans la région, mais elles ne donnèrent aucun résultat. Au contraire, elles renforcèrent le mur de silence autour de Laurent. Les paysans, révoltés par la cruauté de Chavant, devinrent encore moins coopératifs. Certains, qui auraient peut-être dénoncé le fugitif auparavant, choisirent maintenant délibérément de le protéger. L'ascension vers le dénouement. L'année 1780 marqua une rupture. Après plus de 10 ans de fuite, Laurent Ferrand n'était plus seulement un criminel en cavale. Il était devenu un mythe vivant. Mais les mythes, aussi puissants soient-ils, ne peuvent survivre éternellement aux réalités implacables du temps et de la mortalité humaine. Au manoir de Valcroze, Héloïse de la Cour s'éteignait lentement. À 27 ans, elle avait l'apparence d'une vieille femme. Sa santé, déjà fragile, s'était encore détériorée. Elle toussait constamment, ne mangeait presque plus, passait ses journées allongée dans un état de semi-conscience. Les médecins diagnostiquèrent une phtisie, cette maladie des poumons qui condamnait ses victimes à une mort lente et douloureuse. Margot de la Cour veillait sa fille avec une dévotion qui confinait à l'obsession. Elle avait interdit toute visite, renvoyé la plupart des domestiques, transformé le manoir en une sorte de mausolée vivant où ne régnait que le silence et l'odeur de la mort qui approchait. Au printemps de 1781, un événement extraordinaire se produisit. Par une nuit sans lune, une silhouette escalada le mur du manoir de Valcroze. Les rares gardes présents ne virent rien, n'entendirent rien. La silhouette pénétra dans le bâtiment par une fenêtre du premier étage, celle de la chambre d'Héloïse. Ce qui se passa cette nuit-là dans la chambre de la jeune femme mourante ne fut connu que d'une seule personne en dehors des 2 protagonistes. Une vieille servante, Marie-Claude, qui avait élevé Héloïse depuis sa naissance et qui dormait dans une pièce adjacente pour être disponible en cas de besoin. Marie-Claude fut réveillée par des voix. Elle reconnut celle d'Héloïse, faible, mais emplie d'une émotion intense, et une autre voix, masculine, qu'elle n'avait pas entendue depuis plus de 10 ans, mais qu'elle reconnut immédiatement. Laurent était revenu. La servante, terrifiée à l'idée d'alerter qui que ce soit et de déclencher une catastrophe, resta pétrifiée dans son lit, l'oreille collée contre le mur.
Elle entendit des fragments de conversation, des mots entrecoupés de sanglots. « Pourquoi es-tu revenu? Je devais te voir, une dernière fois, avant que... Tu n'aurais pas dû, si on te trouve ici. Je sais, mais je ne pouvais pas sans t'avoir dit. » Puis des chuchotements trop bas pour être compris. Un long silence. Et enfin, la voix d'Héloïse, plus claire, prononçant des mots qui glacèrent le sang de Marie-Claude. Elle sait, elle a toujours su. C'est pour cela qu'elle nous a fait cela. Un autre silence. Puis le bruit d'une fenêtre qu'on ouvre. Laurent était reparti aussi silencieusement qu'il était venu. Le lendemain matin, quand Marie-Claude entra dans la chambre avec le plateau du petit déjeuner, elle trouva Héloïse dans un état qu'elle ne lui avait jamais vu depuis des années. La jeune femme était assise dans son lit, les yeux clairs, presque brillants. Elle souriait faiblement, un sourire triste mais empreint d'une paix qu'elle semblait avoir enfin trouvée. « Marie-Claude, dit-elle d'une voix faible mais déterminée, j'ai quelque chose à te confier, quelque chose que tu devras révéler, mais seulement après ma mort. Promets-le-moi. » La vieille servante, les larmes aux yeux, promit. Héloïse lui tendit alors une lettre scellée. « Cette lettre contient la vérité, dit-elle. La vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. La vérité sur mon père, sur Laurent, sur moi. Quand je serai morte, tu la remettras au prévôt. Pas avant. C'est ma dernière volonté. » Marie-Claude prit la lettre avec des mains tremblantes et la cacha dans son corsage. 3 semaines plus tard, le 12 mai 1781, Héloïse de la Cour s'éteignit. Elle avait 27 ans. Margot, présente à son chevet, ne montra aucune émotion apparente. Elle ferma les yeux de sa fille, appela le prêtre pour les derniers sacrements et ordonna qu'on prépare les funérailles. Le lendemain de l'enterrement, Marie-Claude se présenta chez le prévôt Chavant et lui remit la lettre d'Héloïse. L'expansão do clímax e da resolução. Sessões expandidas para substituir na história original le climax. La vérité dévoilée. La lettre d'Héloïse de la Cour fut ouverte en présence du prévôt Chavant, d'un juge venu spécialement du chef-lieu et d'un notaire chargé d'authentifier le document. Ce qu'ils lurent transforma radicalement leur compréhension des événements de la nuit du 23 octobre 1769. La lettre, rédigée d'une écriture tremblante mais lisible, commençait ainsi. « Si vous lisez ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai porté ce fardeau seul pendant plus de 10 ans, protégeant un secret qui a détruit ma vie et celle d'un innocent. Mais je ne peux partir sans rétablir la vérité, aussi terrible soit-elle. » Héloïse révélait ensuite ce qui s'était réellement passé cette nuit fatale. La scène n'avait pas commencé dans le salon, mais dans sa propre chambre, où son père était entré en pleine nuit. Édouard de la Cour, dans un état d'ivresse avancée, avait tenté de... La lettre utilisait des termes voilés, mais le sens était clair. Il avait essayé de forcer sa propre fille. Héloïse avait crié et s'était débattue. Laurent, dont la chambre était située non loin, avait entendu. Il était accouru, avait trouvé la porte fermée, l'avait enfoncée. La scène qu'il avait découverte l'avait rempli d'une rage qu'il n'avait jamais connue auparavant. La lettre décrivait avec des détails déchirants l'état dans lequel se trouvait la jeune femme. Sa chemise de nuit déchirée, les marques sur ses bras là où son père l'avait agrippée, la terreur absolue dans ses yeux. Laurent avait compris en un instant ce qui se passait, ce qui avait failli se passer. Il y avait eu une lutte violente entre les deux hommes. Édouard, malgré son état d'ébriété, était fort et déterminé. Il avait traité Laurent de tous les noms, l'accusant d'oser s'interposer entre un père et sa fille, de dépasser sa condition de domestique. Laurent, hors de lui, avait saisi le premier objet à sa portée, un chandelier en argent massif, et avait frappé. Pas pour tuer, affirmait Héloïse, mais pour protéger, pour la sauver. Le premier coup avait étourdi Édouard. Le second l'avait fait tomber. Laurent, réalisant ce qu'il venait de faire, était resté pétrifié, le chandelier encore à la main, regardant le sang qui coulait du crâne de son maître. Héloïse détaillait ensuite les minutes qui avaient suivi, ces minutes cruciales qui avaient déterminé tout ce qui allait arriver.
Elle avait supplié Laurent de l'emmener avec lui, de fuir ensemble. Elle ne pouvait rester dans cette maison, pas après ce qu'elle avait vécu, pas avec une mère qui avait toujours détourné le regard des comportements de son époux. Laurent avait refusé catégoriquement. Il connaissait les montagnes, certes, mais une vie de fugitif était impensable pour une jeune femme de sa condition. Il serait traqué, peut-être tué. Il ne voulait pas l'entraîner dans cette existence terrible. C'est alors que Margot était arrivée, attirée par le bruit de la lutte. Elle avait évalué la situation en un instant. Son mari gisant inconscient sur le sol, sa fille en chemise de nuit déchirée, le régisseur tenant encore le chandelier ensanglanté. Et dans ses yeux, Héloïse l'affirmait dans sa lettre, il n'y avait eu ni surprise ni horreur, seulement une froide détermination. Margot Delacour avait toujours su. C'était la révélation la plus terrible de la lettre. Margot avait toujours su ce que son mari était, ce dont il était capable. Elle avait surpris des regards, des gestes déplacés envers leur fille. Mais elle avait choisi le silence, la préservation du nom et de la fortune familiale plutôt que la protection de son propre enfant. Et maintenant, face à cette catastrophe, Margot avait vu une opportunité de se débarrasser d'un mari encombrant dont les dettes menaçaient leur fortune, tout en préservant l'honneur de la famille. Elle avait pris une décision en quelques secondes, une décision qui allait déterminer le cours de toutes les années suivantes. Elle avait ordonné à Laurent de fuir immédiatement. Elle s'occuperait du reste. Mais en échange, il devait accepter d'endosser seul la responsabilité du crime. Il devait laisser croire qu'il avait attaqué Édouard pour des raisons de vol ou d'ambition personnelle. Jamais il ne devait révéler ce qui s'était réellement passé dans la chambre d'Héloïse. Laurent avait d'abord refusé. C'était absurde. Mais Margot avait été implacable. Si Laurent révélait la vérité, personne ne le croirait. Un domestique accusant son maître d'un tel crime, on penserait qu'il mentait pour sauver sa peau. Et même si on le croyait, qu'arriverait-il à Héloïse? Elle serait déshonorée, marquée à vie, considérée comme souillée. Aucun homme ne voudrait l'épouser. Elle finirait ses jours dans un couvent ou pire. Mais si Laurent acceptait le rôle du meurtrier ordinaire, Margot promettait de ne pas le poursuivre avec trop d'acharnement. Elle utiliserait son influence pour ralentir les recherches, pour donner à Laurent une chance de survivre dans les montagnes. Et peut-être qu'avec le temps, quand les passions se seraient apaisées, il pourrait trouver un moyen de s'échapper vers d'autres contrées. Héloïse écrivait qu'elle avait supplié Laurent de refuser, de dire la vérité quoi qu'il arrive. Mais Laurent avait regardé la jeune femme qu'il avait connue enfant, qu'il avait vue grandir, qu'il avait protégée du mieux qu'il pouvait pendant toutes ces années. Et il avait accepté le pacte de Margot. La lettre révélait également un détail que personne n'avait soupçonné. Les pièces d'or trouvées dans la chambre de Laurent n'avaient pas été volées. Édouard les lui avait confiées quelques jours avant sa mort, lui ordonnant de les cacher. Le seigneur, poursuivi par ses créanciers, tentait de soustraire une partie de sa fortune à une saisie imminente. Laurent, en régisseur loyal, avait obéi. Mais après le meurtre, ces pièces étaient devenues la preuve apparente de son vol. Quant au médaillon contenant le portrait d'Héloïse, il ne provenait pas d'une obsession malsaine. C'était Héloïse elle-même qui le lui avait offert, 2 ans avant le drame. Un geste de reconnaissance pour un homme qui, à de nombreuses reprises, s'était interposé discrètement entre elle et les colères de son père. Laurent l'avait gardé caché, sachant que sa possession pourrait être mal interprétée. Margot avait ensuite orchestré la version officielle des événements avec une habileté diabolique. Elle avait menacé Héloïse. Si elle révélait la vérité, Laurent serait exécuté de toute façon et de la manière la plus atroce possible. On le briserait sur la roue, on exposerait son corps en lambeaux comme avertissement. Mais si elle gardait le silence, il y avait une chance qu'il survive, caché dans les montagnes. Et peut-être qu'un jour, quand les recherches se ralentiraient, il pourrait trouver un moyen de s'enfuir vers d'autres contrées. Héloïse, traumatisée, culpabilisée, terrifiée, avait accepté ce pacte diabolique. Mais le prix à payer avait été immense. Pendant plus de 10 ans, elle avait vécu avec ce secret,
se consumant de l'intérieur, sachant qu'un homme innocent souffrait à cause d'elle, qu'il dormait dans des grottes glaciales, qu'il risquait sa vie chaque jour, tout cela pour la protéger. La lettre détaillait également comment Margot avait maintenu sa fille sous contrôle pendant toutes ces années. Des menaces voilées, des rappels constants de ce qui arriverait à Laurent si elle parlait. Les médecins qui venaient examiner Héloïse étaient tous choisis par Margot, tous payés pour diagnostiquer une mélancolie naturelle plutôt que le résultat d'un traumatisme. Les domestiques proches d'Héloïse étaient régulièrement renvoyés et remplacés pour éviter qu'elle ne forme des liens trop forts qui pourraient la pousser à se confier. Et puis, Héloïse racontait cette nuit de 1781 quand Laurent était revenu au manoir. Elle l'avait reconnu immédiatement malgré sa barbe et ses vêtements usés. Il avait appris, par des voyageurs, qu'elle était mourante. Il était revenu pour la voir une dernière fois, au risque de tout perdre. Leur conversation cette nuit-là avait été déchirante. Laurent lui avait avoué qu'il ne regrettait rien, que la protéger avait donné un sens à sa vie de fugitif. Héloïse lui avait révélé l'existence de la lettre qu'elle avait préparée, qui serait remise aux autorités après sa mort. Laurent avait d'abord protesté, mais elle avait été inflexible. Elle ne pouvait partir en laissant peser sur lui cette injustice. Laurent était reparti en lui faisant une dernière promesse. Quoi qu'il arrive, quoi que révèle cette lettre, il ne se présenterait jamais aux autorités. Sa vie était dans les montagnes maintenant. Il ne savait plus vivre autrement. La lettre se terminait par ces mots. « Laurent Ferrand n'est pas un meurtrier. Il est un homme bon qui a agi pour me protéger d'un père devenu monstre. Si vous avez un reste d'humanité, cessez de le traquer comme un animal. Il a assez payé pour un crime qu'il n'a commis que par nécessité et compassion. Quant à ma mère, je la laisse au jugement de sa propre conscience et de Dieu. Elle a sacrifié sa fille pour préserver une façade d'honneur. Je lui pardonne, car je ne veux pas emporter de haine dans la tombe, mais que l'histoire la juge. Moi, je pars enfin en paix, sachant que la vérité sera connue, que Laurent saura qu'il n'est plus seul à porter ce fardeau. » Le silence qui suivit la lecture de cette lettre fut pesant, étouffant. Chavant, habituellement impassible, était devenu livide. Le juge, un homme d'expérience qui avait vu bien des horreurs dans sa carrière, avait des larmes aux yeux. Le notaire, chargé d'authentifier le document, tremblait en apposant son sceau. Cette révélation bouleversait tout. Elle transformait un crime apparemment simple en une tragédie familiale aux multiples dimensions. Elle révélait une mère prête à sacrifier sa propre fille pour préserver des apparences. Elle montrait un homme devenu fugitif non par lâcheté ou cupidité, mais par un sens tordu de l'honneur et du sacrifice. Le juge ordonna immédiatement l'arrestation de Margot Delacour pour complicité après les faits, dissimulation de preuves, subornation de témoins et une longue liste d'autres charges. Un détachement de garde fut envoyé au manoir de Valcroze avec un mandat d'arrêt. Mais lorsqu'ils arrivèrent, au petit matin suivant la lecture de la lettre, ils trouvèrent le manoir étrangement silencieux. Les portes étaient ouvertes, battant au vent. À l'intérieur, le désordre témoignait d'un départ précipité. Des tiroirs vidés, des armoires ouvertes, des objets de valeur disparus. Margot avait fui pendant la nuit. Comment avait-elle su? Quelqu'un l'avait-elle averti? Ou avait-elle simplement deviné, en femme qui avait passé plus de 10 ans à calculer tous les risques, que la mort de sa fille signifiait la fin de son contrôle sur la situation? Une enquête fut lancée pour la retrouver. Des témoins rapportèrent avoir vu une femme correspondant à sa description monter dans une berline privée, direction l'Est, vers la Savoie et peut-être l'Italie. Mais les recherches ne donnèrent aucun résultat concret. Certains affirmèrent plus tard avoir reconnu Margot Delacour dans un couvent près de Turin, vivant sous un faux nom, consacrant ses dernières années à la prière et à la pénitence. D'autres prétendaient qu'elle s'était jetée dans le lac Léman, choisissant la mort plutôt que le déshonneur public. Une rumeur persistante voulait qu'elle ait vécu jusqu'à un âge avancé à Genève,
sous l'identité d'une veuve fortunée, ne revenant jamais en France. La vérité sur le sort de Margot Delacour ne fut jamais établie avec certitude. Elle disparut de l'histoire aussi complètement que Laurent l'avait fait, mais pour des raisons diamétralement opposées. Résolution et disparition finale. Quant à Laurent, les autorités se trouvaient maintenant face à un dilemme juridique et moral complexe. Techniquement, il avait bien tué Édouard Delacour. Le fait était indiscutable. Mais les circonstances, telles que révélées par Héloïse, transformaient radicalement la nature de l'acte. Un conseil juridique exceptionnel fut convoqué à Lyon pour examiner le cas. Des juristes, des magistrats, même des théologiens débattirent pendant des jours de la question. Pouvait-on considérer l'acte de Laurent comme une légitime défense? Il défendait non pas sa propre vie, mais celle d'autrui, ou plutôt son honneur. La loi était floue sur ce point. Finalement, un compromis fut trouvé. Un nouveau mandat fut émis, non plus pour l'arrêter en vue d'une exécution, mais pour qu'il se présente volontairement devant la justice, afin que son cas soit officiellement réexaminé. On lui promettait un procès équitable, la prise en compte des circonstances atténuantes, probablement une sentence légère ou même une grâce royale, compte tenu du temps écoulé et de la révélation de la vérité. Des émissaires furent envoyés dans toute la région, portant des messages destinés à Laurent. On fit afficher des proclamations dans tous les villages, annonçant que les charges contre lui avaient été réduites, que la vérité était maintenant connue, qu'il pouvait sortir de sa cachette sans craindre pour sa vie. On fit même appel à l'abbé Bertrand, le prêtre qui avait recueilli les confidences d'Héloïse. Il accepta de parcourir les montagnes, s'arrêtant dans les endroits les plus reculés, prêchant dans les chapelles isolées, espérant que Laurent l'entendrait et comprendrait qu'il pouvait enfin rentrer. Mais les semaines passèrent sans aucun signe de Laurent. Les battues avaient été officiellement suspendues. Les gardes avaient reçu l'ordre de ne pas le poursuivre s'il était aperçu, mais au contraire de tenter de communiquer avec lui, de lui expliquer que la situation avait radicalement changé. Pourtant, aucun témoignage ne fut rapporté. Laurent, qui avait été vu régulièrement pendant plus de 10 ans, qui avait laissé des traces constantes de sa présence, semblait s'être volatilisé. Plus de feux de camp découverts, plus de provisions volées dans les granges, plus de silhouettes aperçues au crépuscule sur un sentier de montagne. Le mystère de ce silence absolu commença à obséder ceux qui avaient suivi l'affaire. Plusieurs hypothèses émergèrent, chacune aussi plausible ou invraisemblable que les autres. La première, et la plus sombre, suggérait que Laurent était mort avant même la révélation de la lettre d'Héloïse. Peut-être avait-il succombé lors du terrible hiver de 1780, réputé pour être l'un des plus rigoureux du siècle. Son corps gisait quelque part dans une grotte inaccessible, sous des éboulis, ou au fond d'un ravin où personne ne le trouverait jamais. Cette théorie expliquait l'absence totale de témoignages après 1781. La deuxième théorie avançait que Laurent, apprenant d'une manière ou d'une autre le contenu de la lettre d'Héloïse, avait enfin réussi à quitter la région. Avec la suspension de la traque active, les passages frontaliers étaient moins surveillés. Il avait pu se procurer de faux papiers, se joindre à un groupe de marchands ou de pèlerins, franchir les Alpes vers l'Italie ou la Suisse. Là-bas, sous un nouveau nom, dans une nouvelle vie, il pouvait enfin respirer sans crainte constante. Cette théorie fut renforcée par ce témoignage étrange, recueilli à l'automne de 1782. Un marchand ambulant, de passage dans la région plusieurs mois après la révélation, affirma avoir rencontré un homme dans une auberge près de Thonon, tout près de la frontière suisse. Cet homme, d'une quarantaine d'années selon l'estimation du marchand, portait une barbe épaisse grisonnante. Son visage était buriné par les intempéries, ses mains calleuses, son regard à la fois doux et hanté. Il buvait seul dans un coin de la salle commune, regardant par la fenêtre les montagnes au loin. Le marchand, bavard de nature, avait engagé la conversation. L'homme parlait peu, mais il avait posé des questions précises sur la région de Valcroze. Le marchand,
ne faisant aucun lien avec le fugitif célèbre, avait raconté avec force détail l'histoire récente. La mort de mademoiselle Héloïse, la révélation de sa lettre posthume, le bouleversement qu'elle avait provoqué, la nouvelle position des autorités envers Laurent Ferrand. Il avait décrit comment toute la région parlait maintenant de Laurent non plus comme d'un criminel, mais comme d'une victime tragique des circonstances. Comment les gens regrettaient de ne pas l'avoir aidé davantage, de ne pas avoir compris plus tôt la véritable nature du drame. L'homme avait écouté tout cela en silence, son visage restant impassible, mais ses mains serrant de plus en plus fort son verre de vin. Quand le marchand eut terminé son récit, l'homme était resté silencieux un long moment. Puis il avait demandé, d'une voix étranglée, « Et Madame Delacour, qu'est-elle devenue ?» Le marchand avait expliqué la fuite de Margot, les recherches infructueuses, les rumeurs contradictoires sur son sort. L'homme avait hoché la tête lentement, comme s'il comprenait des choses que le marchand ne pouvait saisir. Finalement, l'étranger s'était levé. Il avait payé son vin, laissant une pièce bien trop généreuse pour la modeste consommation. Il avait remercié le marchand pour ces nouvelles d'un monde qui ne me concerne plus, et était sorti dans la nuit. Le marchand ne l'avait plus jamais revu. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard, en entendant d'autres voyageurs parler de Laurent Ferrand, qu'il avait réalisé qu'il s'agissait peut-être de lui. Il s'était précipité chez les autorités pour rapporter cette rencontre. Des recherches furent menées, des enquêtes lancées dans toute la région frontalière. Mais l'auberge était un lieu de passage fréquenté par des dizaines, parfois des centaines de voyageurs chaque semaine. Personne d'autre ne se souvenait de cet homme. Aucune trace de son passage ultérieur ne put être établie. Il s'était évanoui comme une ombre dans la nuit. Une troisième théorie, peut-être la plus troublante, suggérait que Laurent n'avait tout simplement jamais voulu sortir de sa cachette. Que la révélation de la vérité sur le crime, loin de le libérer, l'avait au contraire enfermé davantage dans sa culpabilité et son chagrin. Après tout, même en légitime défense, il avait tué un homme. Il avait causé, bien qu'involontairement, la destruction mentale et physique d'Héloïse. La jeune femme avait passé plus de 10 ans dans l'angoisse et la maladie, en grande partie à cause du secret qu'elle gardait pour le protéger. Comment pourrait-il se pardonner cela, même si la justice était prête à le faire? La visite nocturne qu'il avait rendue à Héloïse mourante prenait, dans cette perspective, une dimension particulièrement tragique. Ce n'était pas simplement un adieu à une personne aimée, mais un adieu définitif à toute possibilité de réintégrer le monde des vivants. Laurent avait peut-être choisi consciemment de rester un fantôme, préférant la solitude des montagnes à un retour dans une société où il ne se sentait plus à sa place. Certains témoignages ultérieurs, impossibles à vérifier, semblaient appuyer cette théorie. En 1787, un berger jurait avoir aperçu au crépuscule une silhouette solitaire sur un sommet particulièrement escarpé. L'homme était immobile, regardant vers la vallée où se trouvait autrefois le manoir de Valcroze. Quand le berger avait voulu s'approcher, la silhouette avait disparu. En 1729, l'année de la Révolution, un chasseur affirmait avoir trouvé, dans une grotte reculée, des objets qui auraient pu appartenir à Laurent. Une couverture usée jusqu'à la trame, un couteau aux manches sculptées portant les initiales LF, quelques ustensiles de cuisine rudimentaires. Mais aucun corps, aucun signe de ce qu'était devenu leur propriétaire. Les années révolutionnaires qui suivirent effacèrent progressivement les traces de cette histoire. Le manoir de Valcroze fut confisqué comme bien d'émigrés. Margot Delacour ayant été officiellement déclarée en fuite et condamnée par contumace. La propriété fut divisée et vendue par lot à des bourgeois enrichis et des paysans qui avaient profité de la vente des biens nationaux. Certains bâtiments furent démantelés pour récupérer les matériaux. D'autres furent transformés en fermes ou en granges. En quelques années, il ne resta presque rien de la demeure qui avait été le théâtre du drame initial. Les jardins retournèrent à l'état sauvage. Les écuries s'effondrèrent. Seuls quelques murs subsistèrent, envahis par le lierre, témoins silencieux d'une tragédie que plus personne ne comprenait vraiment. Les archives judiciaires concernant Laurent Ferrand furent en grande partie détruites pendant la Terreur.
considérés comme des vestiges de l'ancien régime à éliminer. Quelques documents survécurent par hasard, oubliés dans des cartons au fond de greniers administratifs. Mais l'histoire, elle, survécut. Elle passa de génération en génération, se transformant progressivement en légende locale. Pendant des décennies, les grands-parents racontaient à leurs petits-enfants l'histoire de l'homme qui avait échappé à 400 chasseurs pendant 20 ans, puis avait disparu sans laisser de traces. Au fil du temps, les détails se brouillèrent, se romancèrent. Certains oublièrent les circonstances réelles du crime, se souvenant seulement de la chasse spectaculaire et du mystère de la disparition finale. D'autres ajoutèrent des éléments fantastiques. Laurent pouvait se transformer en loup pour échapper à ses poursuivants. Il avait conclu un pacte avec des esprits de la montagne. Il possédait une cape d'invisibilité. Ces ajouts superstitieux irritaient les rares historiens qui s'intéressaient encore à l'affaire. Mais ils témoignaient aussi de la fascination durable qu'exerçait cette histoire sur l'imagination populaire. Des témoignages continuèrent sporadiquement à apparaître tout au long du XIXe siècle, toujours invérifiables, toujours troublants. En 1815, pendant la période de Restauration, un vieil homme sur son lit de mort dans un village de Maurienne prétendit avoir caché Laurent dans sa grange pendant plusieurs mois, en 1773. Il décrivit avec précision l'apparence du fugitif, sa manière de parler, ses habitudes, mais était-ce un vrai souvenir ou une fabulation d'agonisant? En 1832, une femme âgée, ancienne servante au manoir de Valcroze avant le drame, affirma dans une lettre à sa nièce que Laurent avait vécu ces dernières années sous un faux nom dans un village alpin reculé, travaillant comme berger. Elle prétendait l'avoir rencontré par hasard en 1803 lors d'un pèlerinage. Ils avaient échangé quelques mots. Laurent, si c'était bien lui avait fait promettre de ne jamais révéler où il se trouvait. Il était en paix, disait-il, et ne voulait plus rien du monde d'en bas. La servante affirmait qu'il était mort paisiblement en 1805 et qu'elle avait gardé le secret pendant près de 30 ans. Jusqu'à ce que son propre âge avancé la pousse à vouloir témoigner avant qu'il ne soit trop tard. Mais là encore, aucune preuve. Le village qu'elle mentionnait existait bien, mais personne là-bas ne se souvenait d'un berger correspondant à cette description. Les registres paroissiaux ne révélaient aucun décès suspect pour l'année 1805. Aucune de ces histoires ne put jamais être confirmée avec certitude. Les archives officielles, celles qui avaient survécu aux troubles révolutionnaires, ne mentionnaient qu'un seul fait définitif. Laurent Ferrand, régisseur du domaine de Valcroze, accusé du meurtre de son employeur, Édouard Delacour, en 1769, avait échappé à la justice pendant plus de 20 ans avant de disparaître complètement en 1781 ou 82. Son sort final restait inconnu. La dernière trace documentée liée à cette affaire date de 1856. Un érudit local, compilant une histoire des faits divers régionaux, consacra un chapitre à l'énigme du régisseur de Valcroze. Il avait rassemblé tous les documents disponibles, interrogé les derniers témoins encore vivants qui se souvenaient, vaguement, avoir entendu parler de l'affaire dans leur enfance. Sa conclusion était sobre et honnête. Le destin final de Laurent Ferrand demeure l'un des mystères les plus persistants de notre région. A-t-il péri dans les montagnes qu'il connaissait si bien? A-t-il trouvé refuge dans quelque vallée reculée de Suisse ou d'Italie? A-t-il vécu sous un faux nom jusqu'à un âge avancé? Nous ne le saurons probablement jamais. Ce qui est certain, c'est que son histoire pose des questions troublantes sur la justice, le sacrifice et le prix du silence. Climax. La vérité dévoilée.